public et privé de cette transformation, comment assurer le caractère démocratique de cette transformation pour répondre à ces questions. 3 intervenants, Patrick Bessac, vous êtes maire de Montreuil, bonjour. Raphaël Besson, expert en sociologie, économie urbaine et docteur en sciences du territoire, directeur de Ville Innovation, ça fait long, hein, et ça prend 2 lignes. Et Jean-Luc Porcedo, directeur général Ville et Projet chez Nexity. Lorsque l'on parle de nouveaux usages, on parle de quoi? On parle de la ville de demain, on parle de la ville intelligente, de la ville que se réapproprie le citoyen. Qui veut commencer? C'est Raphaël Besson qui... Alors plutôt, quand on parle de nouveaux usages, on parle en fait, à mon avis, déjà de l'usager. Je pense que c'est peut-être la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui on commence vraiment avec, en tout cas ces technologies notamment numériques, à s'intéresser très directement en fait à ces usagers. Donc en fait, aux acteurs informels de la fabrique urbaine. Parce qu'ici, la fabrique de la ville, c'est essentiellement avec des experts, des élus, des architectes, des ingénieurs. C'est-à-dire? Alors c'est-à-dire aux experts, on m'avait dit, répétez votre phrase. Les acteurs informels, c'est ça? Les acteurs informels. Oui, je pense que s'il y a quelque chose à dire par rapport à cette nouveauté, c'est peut-être celle-là, c'est-à-dire que les acteurs informels, donc les habitants, les citoyens... Les habitants, voilà. Les habitants lambda, ont cette capacité justement à pouvoir agir sur, à un moment donné, la fabrique ou le fonctionnement des villes. Donc ça, c'est peut-être la nouveauté. Et c'est en tout cas ce qui m'intéresse, c'est cette idée d'une part de décentralisation de la fabrique de la production urbaine, cette idée de se dire que finalement la Smart City, c'est pas juste des technologies qu'on aurait comme ça, des technologies clés en main qui permettraient de répondre à toute une série de défis écologiques, économiques, sociaux et j'en passe, mais la Smart City, c'est d'abord cette capacité à créer des espaces de réappropriation de ces technologies innovantes. Donc c'est cette idée d'urbaniser ces technologies. Et c'est en tout cas cette version de la Smart City qui m'intéresse tout particulièrement. Alors, concrètement, pour le citoyen que je suis, que vous êtes, que nous sommes. Alors, concrètement, en fait, il y a eu ce premier temps de la Smart City qui était justement cette idée de diffuser toute une série de capteurs, par exemple, hein, dans la ville, dans l'espace public, doter les lampadaires de capteurs pour qu'il y ait des lampadaires de détection de présence, diffuser des capteurs sur les places de parking pour, a priori, optimiser justement la gestion des consommations électriques, des stationnements, mettre des capteurs sur des bennes ordures et tout ça pour optimiser la collecte justement des déchets. Mais quand on regarde de près et très concrètement ce que donne cette Smart City, pour l'instant on voit encore très peu de choses. C'est-à-dire il y a une surproduction de textes, de conférences, de choses autour de cette Smart City, mais dans les quelques quartiers très emblématiques de la Smart City, que ce soit ici les Moulineaux, que ce soit certains quartiers à Barcelone ou à Nice, finalement on se rend compte que tout ça n'est pas approprié. On en parle beaucoup, mais finalement pour pas grand-chose. Pour peu de choses. Très peu de choses. Pour l'instant, toute la démarche d'open data, notamment de la ville d'ici les Moulineaux, très intéressante, mais n'est pas, pour l'instant quasiment pas appropriée. On a des contre-exemples, comme la ville de Nice, qui a investi considérablement dans un système justement de déploiement de capteurs sur des places de parking. On se rend compte qu'en fait, en termes d'usage, c'est peu pertinent. C'est pour ça que je dis, pour moi, la Smart City, c'est d'abord et avant tout cette capacité de réappropriation de ces technologies innovantes qui peuvent à un moment donné effectivement avoir un intérêt dans le fonctionnement de la ville, mais qui doivent être absolument appropriées, détournées, réappropriées par les citoyens lambda. Et c'est justement des projets qui, à mon avis, aujourd'hui sont dans cette logique-là. Je pense à notamment la Fab City de Barcelone, je pense au laboratoire citoyen de Madrid, qui en fait utilisent ces technologies, notamment ces technologies numériques, pour justement coproduire la ville. Alors très concrètement, après, pour ceux qui ne connaissent pas, alors par exemple les laboratoires citoyens de Madrid, ce sont en fait toute une série d'espaces publics vacants qui ont été réappropriés en 2010 par différents collectifs à Madrid. Et aujourd'hui, en fait, il y a à peu près une trentaine de laboratoires citoyens. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé les technologies numériques, notamment des Fab Labs, ils ont utilisé les plateformes de crowdfunding pour pouvoir agir sur ces espaces publics réappropriés, et donc très concrètement en fait créer des jardins partagés, créer des espaces dédiés au sport, créer des dômes géodésiques qui permettent à un moment donné d'accueillir toute une série d'événements, et notamment des événements
culturels, sociaux, créer des mobiliers urbains, remettre à niveau les espaces publics. Donc en fait, ce n'est pas une vision utopique du droit à la ville, quelque part, comme celle de Lefebvre qui avait été développée. Non, on parle d'un droit, en fait, à l'infrastructure des villes, à pouvoir agir en bas de chez soi et déjà commencer en bricolant, en jardinant, en rencontrant l'autre en bas de chez soi, via aussi toutes ces nouvelles technologies, et grâce aussi à ces nouvelles technologies, pouvoir changer en fait son quotidien. Et le laboratoire citoyen, si on en regarde un seul, effectivement, à l'échelle de la ville de Madrid, on peut considérer que c'est un phénomène plus ou moins anecdotique, alternatif, qui justement ne parle pas du tout des questions essentielles et urgentes qu'on a à traiter, comme notamment la question du logement, on pourra en parler. Mais aujourd'hui, on voit en fait une trentaine de laboratoires citoyens, et ces laboratoires citoyens ont un impact sur la vie quotidienne des Madrilènes, en tout cas beaucoup plus d'impact que n'importe quel projet de Smart City développé à Barcelone ou par ailleurs, qui en fait parle très très peu aux citoyens lambda. Vous l'avez dit, on est peut-être parfois dans des projets utopiques, puisqu'on n'est pas forcément très proche des réalités économiques du terrain, des réalités du citoyen, qui, sa préoccupation, c'est d'abord de se loger, c'est d'avoir des transports adéquats pour aller travailler, surtout dans une société en plus de plus en plus individualiste. Est-ce que finalement on est dans un monde parfait mais qui n'existe pas à travers ce que vous nous dites? En fait, c'est un peu, à mon avis, justement les symptômes de cette crise de la coopération de nos sociétés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces lieux fonctionnent. Vous me dites, concrètement, parlez-nous de choses très concrètes. Si je vous parle de lieux très concrets qui fonctionnent extrêmement bien et qui sont, à mon avis, une forme de réponse justement à cette société peut-être hyper individualiste. Donc ce sont des formes de réponse. On peut prendre aussi la Fab City, où il y a cette idée de doter différents quartiers justement de Fab Lab, mais on peut prendre plus largement la question du logement, par exemple. On va retrouver ça aujourd'hui dans le logement, où progressivement, il y a cette idée justement de pouvoir créer des espaces qui seraient évolutifs et de pouvoir agir aussi sur son logement en fonction de l'évolution de sa vie, en fonction de l'évolution de ses besoins et des problématiques sociales. Oui. Ouais, donc, voilà, ce qui me permet de me tourner vers Jean-Luc Porcedo. Que vient faire Nexity, qui est promoteur, dans les nouveaux usages de la ville de demain? Voilà, expliquez-nous. Bonjour d'abord tout le monde. Merci de nous accueillir. Avant de répondre à cette question, ou pour commencer à répondre à cette question, on va replanter le décor. Je veux juste rappeler que si on réfléchit aux usages de la ville, l'usage premier de la ville, c'est d'offrir un logement et un toit à nos concitoyens. Et que malgré tout, c'est le métier d'un groupe comme Nexity, mais c'est une des attentes les plus importantes de nos concitoyens. Sans revenir sur les événements des derniers mois, on sait que grosso modo, les statistiques nous montrent que dans un budget moyen de nos concitoyens, l'impact de la question du logement, c'est à peu près 30%. Donc on voit bien que le sujet des usages de la ville de demain, c'est d'abord aujourd'hui d'accueillir et de loger nos concitoyens. Pour faire ça, on va dire un contexte économique assez traditionnel de nos jours, en particulier dans les villes denses, qui est d'abord principalement une augmentation assez régulière, parfois considérable, des prix du foncier. Et donc reconstruire sur la ville, c'est un vrai sujet. Qu'on a aussi des évolutions des coûts de construction et qu'on a derrière des opérateurs de l'immobilier, dont Nexity, dont l'objectif principal, le positionnement, on va dire, entre guillemets, politique de l'entreprise, c'est l'accès abordable et d'offrir des logements abordables pour nos concitoyens. C'est compliqué, en particulier dans les zones denses. C'est compliqué parce que les zones denses s'étendent et que donc l'effet de la gentrification pose d'autres difficultés de transport environnemental, tous ces sujets-là. Et c'est compliqué dans un contexte, on va dire, national, avec en particulier dans les zones, les villes ou les sites urbains de province, on va dire la disparition d'un certain nombre de dispositifs comme le prêt à taux zéro, comme l'APL accession, comme la réduction de dispositifs fiscaux type PIDEL, qui fait que, on va dire, l'offre de logement est compliquée à construire, puisque certains opérateurs comme le nôtre reposent aussi en partie sur des investisseurs,
et que si par ailleurs nos concitoyens n'ont pas la possibilité, on va dire financière, d'accéder au logement, on voit que l'usage premier de la ville dans certains territoires devient un vrai sujet. C'est pas juste penser à la ville intelligente, c'est juste penser à la ville d'abord, et le b.a.-ba de la ville, ou le premier point de la ville, c'est d'offrir des logements. Que vient faire un opérateur? Ça c'était pour, on va dire, le préambule du contexte. Que vient faire un opérateur comme Nexity? Nexity, à travers toutes ses filiales et ses métiers, c'est un partenaire des territoires, un partenaire des collectivités, et donc ces problématiques-là, quel que soit leur niveau d'évolution, on disait en aparté tout à l'heure que moi j'ai l'habitude de dire, plus on s'interroge, plus on fait de débats sur la ville intelligente et la Smart City, plus ça m'interroge sur la réalité de la mise en œuvre. Plus il y a de colloques, moins il y a de réalisation. Ce sont des problématiques qui ont émergé il y a quelques années très fortement. Ce sont des problématiques qui ont été, vers lesquelles certaines collectivités se sont engagées très vite. Pour le coup, avec pas beaucoup de réalisation aujourd'hui, principalement, on va dire, les collectivités qui, de mon point de vue, sont les plus en avance sur ces sujets-là, l'ont fait dans une logique d'harmonisation, de simplification, en particulier d'accès aux services publics. C'est vrai pour une agglomération qui, de mon point de vue, est pilote dans ce travail-là, c'est l'agglomération de Dijon, qui a mis autour de la table, on va dire, tous les opérateurs, publics et privés, que ce soit sur le transport, que ce soit sur, on va dire, l'éclairage public, que ce soit sur l'appropriation de l'espace public et son utilisation, que ce soit sur les questions de sécurité, on va dire dans un même cadre de données, de gestion de données, et pour le coup, alors c'est loin d'être opérationnel, puisqu'ils sont en phase de construction de ce projet, l'idée étant sur une agglomération, on va dire, périurbaine, dont la caractéristique, comme beaucoup d'agglomérations en province, c'est une ville-centre très importante, et des villes ou des communes périphériques de taille beaucoup plus modeste, c'est de permettre, à travers la gestion des données, un outil de gestion de toutes ces données, on va dire un accès aux services publics au sens très large du terme, à peu près équivalent pour nos concitoyens sur le territoire. Là-dedans, on va dire, s'intègre aussi tout ce qui est l'accès aux services publics des collectivités de ce territoire. C'est l'exemple le plus, de mon point de vue, l'agglomération d'Angers prend un peu la même direction, le plus structurant de la ville intelligente, c'est-à-dire en particulier permettre sur un territoire donné un accès à un service public et à des services. Ça se traduit comment concrètement? Ça se traduit d'abord sur l'utilisation de l'espace public, sur la gestion des flux, sur la gestion des transports, avec des fréquences qui tiennent compte, on va dire, de la demande, c'est-à-dire de l'utilisation, qui sont saturées à certaines heures, donc sur lesquelles il y a plus de moyens mis en bus et autres types de transports. Ça se traduit par forcément derrière pour les collectivités des aspects de gestion un peu différents et donc de coûts un peu différents sur en particulier tout ce qui est consommation, électricité et espace public. Ça se traduit par une harmonie sur un territoire avec l'utilisation on va dire, de technologies. Pour nous, de mon point de vue, c'est Nice, Raphaël le citait tout à l'heure, c'est une problématique aussi sur laquelle la ville intelligente, la collectivité s'est engagée, avec une thématique un peu spécifique qui est la gestion des problématiques de sécurité. Par rapport à ce territoire-là, il y a des événements malheureux qui peuvent... il y a une vraie accélération après des attentats. Et puis ça se traduit aussi, c'est un point sur lequel on regarde, on va dire sur une partie de nos métiers, ça se traduit aussi parfois avec des interrogations des concitoyens sur, on va dire, le partage de données ou la concentration de données privées. On voit sur certaines villes qui étaient parties un peu en avance sur la question de la ville intelligente, en particulier dans l'ouest de la France, je pense à Nantes et Rennes, où il y a une certaine prudence, on va dire, parce qu'un certain nombre d'acteurs sociaux locaux commençaient à alerter, et on voit ici ou là sur la question de la ville intelligente, la problématique de l'accès à la vie privée ou données privées interrogées un peu plus. Au-delà aussi de cet aspect contexte, qu'est-ce que fait un promoteur sur ces sujets-là, ou qu'est-ce qu'il fait là, plutôt? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait là parce qu'en tant qu'opérateur, ou je disais partenaire d'un territoire, prendre en compte, appréhender ce que sont les évolutions des usages et les modes de vie, c'est un élément à la fois incontournable, nécessaire et utile pour préparer ce que l'on apporte à nos clients, le plus souvent les collectivités locales, en tant que partenaire et opérateur de la ville. On sait qu'aujourd'hui la ville fonctionne et que les usagers, en particulier sur les zones denses, la ville fonctionne 24 heures sur 24, qu'il y a une demande d'accès, on va dire, aux services en général, à la fois
fois sur l'espace privé, à la fois sur l'espace public, qui est toute la journée, voire la nuit. On a besoin, nous, d'apporter des réponses à nos clients sur ces sujets-là. On met en œuvre un certain nombre d'outils, on va dire de smart home, de smart building, parce que par ailleurs, on est dans un de nos métiers, on est syndic, donc qui nous permet justement d'améliorer à la fois les services proposés à nos copropriétaires, nous, de nous permettre une amélioration de fonctionnement. Donnez-nous quelques exemples. On a développé en propre au sein du groupe Nexity, et on est le seul, de connaissance, opérateur immobilier à le livrer systématiquement dans toutes nos réalisations. On a développé notre application de Smart Home, Smart Building, qui s'appelle le Génie, dans lequel on rentre, on va dire, l'ensemble de la donnée propre à la copro, propre aux copropriétaires, c'est-à-dire tout ce qui est gestion domotique, tout ce qui est gestion énergétique, en l'espèce avec un partenariat avec Direct Énergie, dans lequel on propose des outils, on va dire, autour du lien social au sein de la copropriété. Comme on est un groupe un peu présent sur un certain nombre de territoires, on développe le même réseau de lien social sur l'ensemble des copropriétés sur le même territoire, avec des services, comment dire, d'échange d'expérience, on disait ça il y a quelques années, mais des services de garde d'enfants, d'échange de services sur de la réparation. Bref, on met en réseau le propre de notre immeuble, les copropriétés qui sont dans le même périmètre, et en même temps, on met en réseau les acteurs économiques locaux, c'est-à-dire l'épicerie, la restauration qu'il y a sur le territoire, et en réseau les informations institutionnelles qu'il peut y avoir sur le territoire. On est avec cet outil-là, je le précisais juste avant, on livre systématiquement le Génie dans nos opérations. C'est une prise en compte ou un outil à notre position sur la ville intelligente, c'est-à-dire d'avoir un outil dit de smart home et de smart building. La logique étant, pour le coup, on est présent dans notre cœur de métier, on fait du logement, donc on est présent d'abord sur le logement, dans l'espace collectif qui est la copropriété, et l'immobilier n'étant pas seul au milieu de rien, on apporte, on va dire, des services ou l'accès à un certain nombre de services sur le territoire concerné. Donc les usages à ce niveau-là, c'est comment on prend en compte cette demande liée au numérique, mais liée aussi au mode de fonctionnement de nos concitoyens, sur nous, opérateurs, apporter à notre niveau la réponse dans le fonctionnement de notre copropriété et des services que l'on propose. On est une entreprise privée, donc forcément, c'est des services supplémentaires qui nous permettent, jusqu'au bout de la réflexion, qui nous permettent d'offrir des services susceptibles de maintenir dans l'entreprise ou dans l'espèce sur la gestion syndic, on va dire nos clients. On offre des services supplémentaires à travers, entre guillemets, la ville intelligente pour pérenniser, on va dire, notre clientèle. Tout le monde sait que le métier de syndic est un métier compliqué. Il a la particularité d'être compliqué pour nos clients, et il a surtout la particularité chaque année d'être mis en jeu, puisque n'importe quelle copropriété, sans prévenir, peut le jour de l'Assemblée Générale changer de syndic. Donc c'est aussi pour nous d'apporter un plus. Voilà, d'apporter un plus de services. Après, qu'est-ce que c'est aussi la réflexion sur les nouveaux usages? Elle est de deux ordres. D'abord parce qu'on livre de l'immobilier résidentiel et de l'immobilier d'entreprise. C'est deux clients très différents. Pour faire vite et simple, le tertiaire, le mini-immobilier d'entreprise est plus simple pour appréhender ces questions, parce qu'on a face à nous des clients, on va dire, souvent très exigeants pour leur entreprise, le campus, les bureaux qu'ils ont envie de faire construire ou de réaménager. Donc on a une contrainte imposée par le client. Le client résidentiel, c'est, on va dire, deux formes d'injonction. La première, ce sont les collectivités. Et c'est dans le cadre de ce que comment dire, notre positionnement de partenaire, c'est plutôt une injonction saine. Et la deuxième, c'est ce que j'appelle les évolutions de la commande publique, c'est-à-dire la manière dont aujourd'hui une partie du travail d'un promoteur, d'un opérateur immobilier, doit répondre justement à ces nouvelles formes de la commande publique. Je vais m'arrêter quelques instants sur ce qu'on appelle les APUI. Les APUI, ce sont des appels à projets urbains innovants. C'est un certain nombre de dispositifs qu'on faut rendre à César ce qui est à César, qui a été inventé il y a quelques années par la ville de Paris, qui irrigue de plus en plus sur l'ensemble des collectivités, que ce soit en zone dense, mais aussi dans des villes plus moyennes. C'est tout ce que les uns et les autres ont certainement ou participé pour certains dans la salle ou entendu parler. C'est les réinventer Paris, la métropole, Angers, c'est des Sinois à Toulouse. Enfin, ce sont tous ces genres de dispositifs un peu particuliers, mais qui, dans la méthode, dans l'esprit, dans le positionnement d'opérateurs immobiliers,
ont induit, on va dire, une vraie évolution, une vraie transformation, que moi je considère liée justement à la réflexion sur l'évolution des usages, puisque ça nous a imposé, parfois un peu difficilement, c'est comme ça, parce que la commande des collectivités était dans cette direction, de réfléchir non plus simplement comme opérateur immobilier traditionnel, c'est-à-dire celui qui, avec des développeurs, va chercher un terrain, se dépatouille avec le réglementaire de la collectivité, et puis pose son objet immobilier pour passer à un autre. Ça nous a obligés de réfléchir différemment dans des groupes comme Nexity, c'est-à-dire de faire une vraie, ou d'atteindre une vraie évolution sur les logiques transversales et sur les logiques de projet. Ça nous a obligés à réfléchir différemment, parce que Nexity pour être aussi très franc et transparent, souvent on va dire le défaut d'être le numéro 1. Donc quand on est numéro 1, forcément on est meilleur et on sait tout faire. Donc ça nous a obligés, et ça nous a appris à travailler avec d'autres opérateurs qui intervenaient sur des usages nouveaux de cette fonction d'aménageur et de partenaire d'un territoire, c'est-à-dire en introduisant dans nos projets tout un tas de problématiques qu'on n'avait pas au départ, c'est-à-dire l'agriculture urbaine, la logistique urbaine, le coworking, le co-living, enfin voilà, tous ces nouveaux acteurs, nouveaux métiers. Je passe sur les startups diverses et variées qui sont aujourd'hui très souvent impliquées dans la construction de nos projets. Donc en fait, la demande et de la réflexion pour nous d'usage, d'appréhension des usages nouveaux et à venir, et en même temps, de l'autre côté, on va dire, la demande de nos clients collectivités nous a permis, et nous permet encore, et c'est vrai je pense pour tous les groupes de l'immobilier équivalent petit ou grand comme Nexity, de changer, de transformer, de faire évoluer nos modes de fonctionnement et nos modes de travail, et surtout des projets sur lesquels on travaille ou on concourt vis-à-vis des collectivités. Ça, ce sont, de mon point de vue, des vraies évolutions induites par la réflexion sur les usages. Alors, on s'éloigne un peu de la Smart City, mais pas tant que ça, parce que la gestion partagée de toutes ces problématiques-là, effectivement, une partie de la réponse, elle est technologique. On sait qu'aujourd'hui, voilà, tout ce qui est coworking, tout ce qui est aussi gestion de logistique urbaine ou du dernier kilomètre, ce sont des problématiques qui rentrent dans la mise en œuvre de la ville intelligente. Ce n'est pas forcément de la Smart City, mais malgré tout, c'est un peu lié à ça. Patrice Bessac, Montreuil est une ville intelligente? Voilà, je vous pose. Ok, on essaye. On essaye. Bon, moi je trouve d'abord que nous avons beaucoup de chance de faire ce que nous faisons, les uns les autres, parce que les villes sont probablement l'un des carrefours les plus intéressants et les plus vivants des grandes évolutions du monde aujourd'hui. Moi je trouve qu'il y a autour de la Smart City probablement un techno-rêve assez puissant. Parlez bien près du micro. Un techno-rêve puissant qui a plusieurs aspects. D'abord, je pense qu'une partie de nos concitoyens sont embringués dans une histoire, dans un rêve trouble dans lequel finalement l'homme, les êtres humains sont en fin de parcours d'une organisation technologique. Il y a des gens qui rêvent tout haut à l'idée d'une numérisation complète de la vie et d'une gestion algorithmique des rapports des êtres humains entre eux. Et d'ailleurs, c'est assez possible puisque certaines machines, désormais, savent mieux que nous un certain nombre de nos désirs profonds et peuvent anticiper sur ce que nous aurons envie, sur ce dont nous aurons envie à telle heure et à tel jour. Et quand vous vous baladez, par exemple, au Smart City Congress de Barcelone, c'est absolument impressionnant comment le marketing en direction des élus est un marketing qui nous fait rêver d'être derrière des écrans avec des tas de courbes en tous sens et de pouvoir bientôt, par la simple intervention sur un de ces paramètres, pouvoir comme ça permettre à la ville d'évoluer, aux êtres humains d'être plus heureux. Et c'est Black Mirror, oui, c'est Black Mirror. C'est Black Mirror. Et c'est vraiment, alors quand c'est dit comme ça, vous voyez, ça semble
peu amusant, peut-être un peu léger, mais si vous voulez, vous rencontrez des gens très sérieux qui vous parlent très sérieusement de ces choses-là. Peut-être que le plus drôle et sans doute le plus dangereux, c'est que une partie de celles et ceux qui nous dirigent, ils croient vraiment. Et si je poussais encore d'un poil la réflexion, je dirais oui, il y a quand même dans notre manière de parler dans certains endroits, ce qui n'est pas notre cas à présent de ces sujets, il faudrait quasiment aller jusqu'au bout et se dire vraiment si au fond on veut toujours un peu de démocratie ou si nous pensons que c'est un régime qui doit être aboli pour son inefficacité. Et c'est une question dont je crois qu'il faut à présent discuter sérieusement. Savoir si nous considérons ou pas que l'État démocratique fait partie des choses encore acceptables. Parce que nous pourrions ainsi en tirer quelques conclusions et peut-être pour un certain nombre d'entre nous faire autre chose. Et donc, si on essaye d'enlever la fumée qui nous empêche de nous regarder dans un miroir, on essaye d'enlever toutes ces idées troubles qui obscurcissent un peu notre manière d'appréhender le réel. Peut-être qu'à partir de là, on peut commencer à réfléchir vraiment sur ce qu'on peut faire d'utile. Bon. L'introduction est pas mal. Comment ? Continuez, l'introduction est bien. Je ne savais pas qu'on donnait des notes ici. Assurez-vous, il n'y a pas de notes. Et du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire. Je vous ai perturbé. Donc vous nous disiez, il faut finalement garder de l'humain quelque part. Voilà, c'était ça. Oui, je suis, j'ai pas l'air comme ça. Mais... Et donc du coup, dans un contexte où un des grands risques, je crois, des grandes villes et de la grande ville et de ce techno-environnement, c'est que les gens ne se rencontrent plus. Elles ne rencontrent qu'eux-mêmes dans toutes les versions de leur expérience de la ville et du travail. Je pense que notre conception du travail dans les villes doit être plutôt de permettre aux gens de se rencontrer, tout simplement. Et pour moi, se rencontrer, ça veut dire différentes choses. D'abord, est-ce que nous pouvons vivre ensemble ? Jean-Luc Porcedo disait quelque chose qui a quand même une haute portée. Il disait, une des premières fonctions d'une ville, c'est quand même se loger. C'est assez révolutionnaire comme propos en soi. Non, je vous assure, parce que chaque heure qui s'écoule, actuellement, nous prenons un retard absolument considérable dans la capacité de loger les gens qui arriveront bientôt. Et je crois qu'à chaque heure, nous perdons 6 ou 7 jours par rapport au temps de construction nécessaire pour accueillir les futurs habitants de l'Île-de-France. Donc chaque heure qui passe, nous sommes un peu plus coupables de l'aggravation de la crise du logement dans notre capitale, ici quoi. Ici c'est pareil. Du coup, découle à mon avis de cette question une autre, c'est qui loger et où. Et vous voyez bien que cette affaire-là est un gros problème, tant il est vrai que l'amélioration des villes aujourd'hui provoque en même temps le dégagement de ce qu'est la France dans sa réalité. C'est-à-dire 1 600 €, c'est le salaire médian, ça veut dire que tous ceux qui sont en dessous de 1 600 € représentent la moitié de notre population. Il y a une deuxième réalité, à mon avis, c'est en lien avec les questions écologiques, la manière dont nous pensons la production dans les villes aujourd'hui. Et la création d'écosystèmes de travail qui redonnent de la place et de la force à ce que moi j'appelle l'économie de compétences. Bon, enfin, on peut l'employer comme on veut, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des groupes de travail connectés dans la ville et que la ville soit accueillante à la création de ces écosystèmes. C'est tout ce que nous disons les uns et les autres
au sujet, par exemple, des Fab Labs dans leurs différentes dimensions, des espaces de coworking, des conceptions nouvelles des bureaux, bref, de tous ces machins qui visent à reconnecter des communautés de travail et en les reconnectant peut-être, de leur permettre d'avoir des gains de productivité importants face aux grands phénomènes de recherche de délocalisation ou d'éloignement des différentes fonctions de la production. Et puis, il y a, à mon avis, vivre. Une fois qu'on s'est logé, qu'on a travaillé, vivre. Et pour ce qui est de Montreuil, nous essayons de favoriser, par plein de moyens différents, le fait que les gens aient envie de partager dans l'espace public. Par exemple, c'était votre question ? Par exemple. Par exemple, le fait que nous mettions à disposition dans nos parcs, c'est aussi bête que cela, un dispositif qui s'appelle Sport dans les parcs, c'est-à-dire des gens de qualité qui proposent aux gens une activité commune. Le budget participatif dans sa version très montreuilloise, c'est-à-dire c'est 10% de notre budget d'investissement, et c'est la capacité pour les gens non pas simplement de voter pour des idées, mais de voter pour des projets qu'ils ont élaborés avec les services, a été un facteur d'accélération de regroupement communautaire à l'échelle de différents quartiers. C'est aussi d'autres types de projets que nous essayons de mener, comme par exemple les groupements d'achat mutualisés. Nous avons créé une mutuelle communale et nous sommes accueillants envers différentes entreprises privées ou de l'économie sociale et solidaire qui veulent proposer aux citoyens l'accès à des produits de qualité, produits localement ou pas trop loin en tout cas, à des tarifs de vrac et de gros. C'est-à-dire ces 1000 choses par lesquelles nous essayons de relier. Quand même, ayant très fortement critiqué ce que j'ai appelé le techno-rêve de la Smart City, je veux quand même dire d'un mot qu'il y a quand même vachement de choses qui commencent à être très utiles. Par exemple, vous disiez à l'instant que les technologies sur le stationnement, les premiers maires qui les ont adoptées ont acheté très cher un machin qui ne marche pas ou qui ne sert pas à grand-chose. Mais c'est toujours la difficulté d'être innovant, c'est qu'on essuie les plâtres. Moi j'ai dit à Montreuil, vu qu'on n'a pas trop de sous, que je voulais que des technologies éprouvées et qui ont été testées chez les autres, ce qui me semble être raisonnable pour ce qui est des finances de Montreuil. Mais du coup, par exemple, il y a maintenant sur ces affaires de stationnement l'arrivée bientôt de l'Internet des objets qui permettra d'éviter d'avoir des points relais dans toute la ville, qui à mon avis, sur les places handicapées ou sur par exemple les stationnements livraison, permettent, couplé à de la vidéo-verbalisation, d'apporter un service utile à nos concitoyens. Et puis je m'arrêterai là, ou sur les déchets, ou sur d'autres enjeux, où on voit bien que avec des capteurs robustes, on peut rapidement, avec des coûts d'investissement quand même de départ, qui valent leur pesant qui coûtent, on peut assez rapidement, sur certains sujets, améliorer la manière dont les agents travaillent et dont ils peuvent du coup mieux utiliser leur temps. Je conclurai en disant que j'ai vu quelque chose d'absolument fantastique à Barcelone, au Smart City Congress, et en même temps un tout petit peu effrayant, c'était un capteur d'humeur. Nous passions, il y avait une caméra qui nous numérisait. D'abord, ils pouvaient savoir si j'avais un Apple ou un Samsung, ils étaient capables de le repérer, et ils pouvaient me donner mon humeur. Enfin, je pouvais voir l'humeur supposée, disons, des gens qui... Quand ils viennent vous voir à la mairie, c'est plus simple, au moins vous savez à quoi vous... Exactement, ils le trappent d'un côté, de l'acheter, je l'autre pense. côté, on les laisse Non, vous laissez dans l'entrée. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que la réalité dépasse toujours la fiction et que notre imagination est toujours moins capable que
que la réalité de ce qui est en train d'être pensé et d'être construit. Et donc, se cache là tout de même quelques problèmes philosophiques et éthiques. Raphaël Besson, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient de dire? Du coup, pour préciser, je ne suis pas contre la technique, je ne suis pas du tout contre la technologie, simplement peut-être que je regarde un peu trop Black Mirror en ce moment. En plus, si on me dit que la réalité dépasse la fiction, alors là, du coup, ça va être compliqué. En fait, ce qui me semble fondamental par rapport à justement toutes ces solutions techniques, technologiques, qui effectivement, à un moment donné, peuvent avoir un vrai intérêt pour la vie sociale, pour la vie urbaine, trouver véritablement des solutions sur les questions fondamentales, c'est, encore une fois, je le redis, c'est la question de l'urbanisation, de l'encastrement social de ces technologies. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour créer, à un moment donné, un espace de discussion possible et d'interaction, en fait, entre ces solutions technologiques proposées par des grands groupes, par des laboratoires de recherche, ou peu importe, ou des innovations citoyennes, c'est tout à fait possible, et puis le tissu social, culturel, économique d'un territoire. Et c'est ça qui me semble essentiel, et c'est là-dessus sur lequel je travaille tout particulièrement, c'est la mise en œuvre, en fait. Alors, tout dépend de la manière dont on les appelle, mais c'est Living Lab urbain, c'est le laboratoire vivant de la ville numérique, d'Urban Lab ou des choses comme ça, qui permettent en fait de créer à un moment donné des espaces justement de discussion et d'interaction entre d'une part ces technologies innovantes, ces solutions, et on a de plus en plus de solutions, on voit bien dans les appels à projets urbains innovants, maintenant, enfin, pour proposer, enfin moi je conseille des promoteurs, mais pour identifier la bonne solution, vous avez une palette absolument incroyable de solutions innovantes qui sont proposées. Donc à un moment donné, c'est pas cette idée de dire voilà, on a la solution qui va régler a priori votre problématique à l'échelle de votre quartier, parce qu'il y a toujours des questions extrêmement complexes et très liées justement à une vie sociale très particulière. On met en place un cadre en continu qui va permettre de pouvoir tester, expérimenter, avoir des retours d'usage et identifier in fine la bonne solution. Peut-être. Enfin, tout ça en même temps peut évoluer. Alors je prends des exemples concrets, parce que, je sais que c'est essentiel. Je pense au Nantes City Lab, qui est justement un urban lab que j'ai accompagné il y a quelques temps. Et ils ont développé des travaux autour de solutions extrêmement intéressantes, et notamment sur la question du logement. Autour aujourd'hui de ces imprimantes 3D géantes qui permettent, alors c'est plus du tout une fiction, voilà, qui permettent de produire un logement en 3 jours, un logement à peu près de 100 mètres carrés. 3 jours. En 3 jours. Donc, enfin, en tout cas, les bases, poser les structures. Donc ça, en fait, ils sont partis de là, il y avait un laboratoire, une entreprise derrière et tout ça, et l'idée, ça a été de tester ça in situ, donc dans l'espace public à Nantes, et de discuter. Déjà, il y a quelque chose d'assez fascinant, voir fonctionner cette imprimante 3D géante, donc il y a quelque chose, quoi qu'on en dise, d'extrêmement attractif dans ces nouvelles technologies, mais ce qui était beaucoup plus intéressant, c'était en fait tout le processus qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir débattre, discuter justement de l'intérêt, de l'apport potentiel de ces nouvelles technologies. Alors il y a eu plusieurs choses qui sont ressorties, il y a plusieurs choses, la question de l'étalement urbain, toutes les politiques territoriales de Nantes justement visent à lutter contre cet étalement urbain, et si a priori on a cette capacité technique de produire en 3 jours des logements, ça pose question. Il y avait cette question autour justement des matériaux avec lesquels on développe ces logements. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui était intéressant, c'est justement ce cadre, à un moment donné, qu'on met en place, qui permet de justement encastrer socialement ces technologies ou de faire qu'elles soient appropriées, détournées ou qu'elles soient réellement pensées au regard d'un contexte territorial. Il y a un point aussi que je voulais rajouter par rapport au logement. Ce qui est intéressant et ce qui est en train de se développer avec tout ce qui gravite autour de cette Smart City, notamment cette culture numérique, c'est cette idée aussi de pas seulement penser le logement, mais penser aussi des logements augmentés. C'est une notion qui est en train de se développer. Donc des logements augmentés, c'est cette idée, par exemple, de proposer des espaces en plus dans le cadre d'un immeuble qui soient extrêmement appropriables, grâce notamment à des applications qui permettraient à un moment donné d'assurer la gestion de cet espace en plus, et qui justement proposent une forme de prolongement du logement. Donc on n'est pas juste sur la cellule, en se disant, voilà, on a une grosse problématique à Paris, effectivement, déjà se loger dans 50 mètres carrés, c'est extrêmement compliqué, mais on est en train de penser le logement dans un cadre plus global. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ça, c'est de se dire qu'il y a à la fois le logement, mais il y a aussi le cadre de vie, et les espaces qu'on peut réussir à développer,
en fonction des besoins des habitants, au regard, encore une fois, de cette technologie numérique. Alors je pense à l'espace en plus, je pense effectivement aux tiers-lieux. Moi je pense que les tiers-lieux, c'est pas du tout un phénomène anecdotique, c'est quelque chose qui va se développer, et on va avoir des tiers-lieux se développer dans à peu près chaque quartier ou chaque immeuble de la ville. À mon avis, c'est une tendance forte. Donc en fait, ces espaces hybrides qui permettent justement de s'adapter très facilement en fonction des besoins, des envies, des usages des habitants. Et la place, on la trouve où pour ces espaces? C'est des espaces en fait qui sont super mutualisés. Donc, en fait, si on parle de Paris, il n'y a plus de place. Pas vraiment. Par exemple, je te montrais Plateau Urbain, qui est un des acteurs, des nouveaux acteurs un peu de la fabrique urbaine. C'est cette réflexion autour justement des espaces vacants. Ils ont démontré que, en tout cas, quand on parle d'espaces de bureaux, je ne sais plus combien de millions de mètres carrés d'espaces vacants ils ont pu identifier, en se disant, mais là, il y a un angle mort justement de la production immobilière, de la fabrique de la ville. Et c'est ça qu'ils essayent justement d'optimiser, ces espaces vacants. Donc, je pense qu'il y a cette question justement des usages et de la manière d'optimiser aussi des espaces vacants, et je ne pense pas qu'il y ait nécessairement besoin de construire de nouveaux espaces absolument. Enfin, je sais pas. Jean-Luc Porcedo, vous travaillez aussi sur cette optimisation des espaces. On travaille et on produit déjà un certain nombre de choses. Vous produisez, voilà, mais après l'optimisation. Je reviens un tout petit peu en arrière sur les questions qu'on a pu aborder. Je disais dans ma petite introduction. Ça marche plus. Voilà, merci. Que les enjeux, les réflexions au-delà de la Smart City, mais plus sur les usages, induisaient fortement des transformations, effectivement, avec, pour des promoteurs, pour des opérateurs de l'immobilier, dans les manières de faire, dans les manières de construire des projets, dans les manières de construire nos relations avec les territoires et les collectivités en particulier, et dans la manière dont on emmène dans nos projets, qui reste quand même très 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 minoritaire pour un groupe comme Nexity à travers les APUI, ça reste une infime partie des résultats d'un groupe. Donc je relativise aussi, on va dire, pas ce que j'appelle l'effet de mode, mais l'omniprésence de ces évolutions dans l'espace médiatique, quand la réalité du résultat des promoteurs, quel qu'il soit, qui reste malgré tout de réaliser et de livrer des logements, je répète ce que je disais en introduction, et pas de projeter du rêve qui ne se réalisera pas. Un des sujets dans toutes ces espèces de courses à l'usage et à une organisation différente de la construction des projets, ça sera dans quelques années la réalité de l'équilibre économique de tous ces dispositifs et de tous ces projets, c'est-à-dire est-ce que le projet lauréat sera réellement le projet réalisé, est-ce que le tiers-le qu'on aura mis dans le projet, il aura une réalité économique et que l'opérateur ne se retournera pas vers des collectivités en disant là j'ai besoin de subventions, donc est-ce qu'on n'est pas en train, aujourd'hui personne ne peut y répondre, parce qu'on a très peu de ces réalisations sorties de terre, mais on sait aussi que les partenaires collectivités ont une caractéristique assez partagée en ce moment, c'est qu'elles ont de moins en moins de moyens, donc projeter entre guillemets une autre organisation de la construction de la ville qui repose sur des choses qui n'ont pas de réalité économique, un jour ça pourra poser question, et pour autant, je ne vais pas dire en même temps, mais pour autant, effectivement, ça induit un certain nombre d'évolutions qui sont parfois très très bonnes. J'ai en tête ce qu'on fait chez Nexity sur tout ce qui est espace de coworking. On l'a beaucoup développé. Pour rester francilien, on va dire un peu plus loin que le périphérique. Dans des villes comme Alfortville, dans des villes, tout un tas de villes de la première, ce qu'on appelle la première couronne parisienne. Et en fait, on s'est assez vite aperçu qu'il n'y avait pas de réalité, il n'y avait pas de demande, il n'y avait pas de réalité économique. Et donc tout ce qu'ont été ces lieux, on est un peu en train de revenir en arrière pour garder, on va dire, des projets autour du coworking, mais beaucoup plus en zone dense, beaucoup plus dans des endroits stratégiques du territoire parisien, ou on va dire en couronne de Paris, c'est-à-dire là vraiment juste derrière le périph', par exemple sur Montreuil, parce que effectivement, ce qui était il y a 2 ans et demi ou 3 ans, une innovation et des usages et du fonctionnement et on va dire de l'implication d'opérateurs comme nous, très rapidement on s'est aperçu qu'il n'y avait pas forcément la demande et le besoin dans des territoires où on était allé. Donc il y a aussi cette... je prends cet exemple volontairement parce que toute la réflexion des usages, mais aussi sur la Smart City, si on veut à la fois appréhender à sa juste mesure ce que j'appelle les effets de mode, c'est aussi être prudent sur la manière dont tous ces projets-là se mettent en œuvre et... Décidément, on va essayer. Il marche. Non, il marche, on va essayer peut-être.
et dans la manière dont on peut se projeter sur ces évolutions. Pour autant, la réflexion des usages, pour aller dans le sens que ce que disait M. le maire de Montreuil, la réflexion des usages par rapport aux usagers sont des préoccupations qu'un promoteur comme Nexity, on va dire, a, effectivement, sur la manière dont on propose, pour le coup, on va dire, nos produits pour des acquéreurs, et je pense en particulier sur la problématique de la place des habitants et des acquéreurs dans les produits qu'on peut proposer. Effectivement, on livre déjà des immeubles où la taille des appartements est plus réduite parce que les besoins en surface sont moins importants, et on sait qu'il y a de moins en moins d'utilisation, on va dire, d'une salle à manger comme il y a 15 ans, qu'on a un espace de vie plus grand, mais par contre qu'on a besoin, on va dire pour des moments un peu transitoires, d'héberger quelqu'un chez soi, que ce soit sa famille ou des amis, et du coup on introduit sur tous les 3 étages le Airbnb de la copro, qui est là effectivement géré via l'application et ainsi de suite. Donc, pour accueillir les amis de temps en temps. On est déjà dans la production d'un certain nombre d'expériences. On est en train de réaliser à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, une opération donc, immobilière où effectivement il y a eu tout un dispositif d'accompagnement et de préparation et d'implication des habitants et donc des acquéreurs sur l'aménagement en dernière partie de leur appartement. Je disais tout à l'heure, je crois que je citais Alix, qui est un opérateur qui fait ça aussi via la technologie assez régulièrement, ou encore on est sur un projet à Toulouse où là on va livrer, nous opérateurs d'immobilier, ce qu'on appelle un volume capable, c'est-à-dire juste on va dire un cube, c'est plutôt une espèce de triangle, mais 4 murs avec la réglementation de base sur le sanitaire et l'électricité, et tout, on va dire, l'aménagement intérieur sera fait, alors c'est un dispositif d'articulation avec les artisans locaux, sera fait, on va dire, par les acquéreurs sur l'aménagement total, les parois, un duplex, pas un duplex. C'est la cuisine Ikea, quoi. Donc, un peu mieux, les artisans. Donc un peu mieux, mais c'est surtout sur la capacité des acquéreurs à garder une forme d'autonomie, entre guillemets, d'indépendance sur l'aménagement. Ça renvoie à plein de choses à un opérateur d'immobilier, c'est-à-dire le coût de construction, les marges qu'on peut faire derrière, enfin tous ces sujets-là qui existent dans une entreprise. Mais voilà, là on est dans la logique de l'usage et de la place de nos acquéreurs et habitants dans, on va dire, le bien qu'ils sont en train d'acquérir. Effectivement, on prend en compte, là c'est ce que disait Raphaël juste avant, les expériences nouvelles. Aujourd'hui, en zone dense, en milieu urbain, ne pas travailler en particulier sur les APUI, ne pas travailler sur l'éphémère, sur le temps du projet avant le lancement de sa réalisation. J'exagérerai ce que je vais dire, mais je dirais presque que ça n'existe plus, c'est systématique. À Paris, il y a l'expérience qui fait école, qui est Saint-Vincent-de-Paul, où il y a eu cet ancien hôpital totalement utilisé et réaffecté, réutilisé pendant toute la durée de l'évolution du projet, c'est-à-dire le temps administratif, le temps, on va dire, réglementaire, qui a été long, c'est 2 ans, où il y a eu tout un tas de réouvertures au public sur de l'activité, à la fois de l'hébergement, de l'artisanat, de la restauration, de l'activité culturelle, de l'activité d'entreprise, de séminaires, ainsi de suite, donc sur une utilisation éphémère. On fait, nous, une expérience en ce moment sur Vent-en-Velin, justement sur l'utilisation éphémère pendant tout ce temps-là. Alors là, on est plus en direction, on va dire, de l'agriculture urbaine et de jardins partagés. Donc ces projets-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va dire, tout ce qui est induit par les APUI, ça irrigue, on va dire, dans tout un tas d'autres projets. Simplement, parfois, les APUI sont tellement complexes qu'on sait que peut-être la réalisation sera différente. Et je m'arrête là pour ça. Comment tout ce que vous nous dites peut s'inscrire, puisque c'est le sujet de la conférence de ce matin, dans le cadre du Grand Paris, de la grande métropole? La réflexion sur les usages ou sur la réflexion sur les usages et sur les... Je pense que la plupart, sur des territoires comme l'agglomération parisienne ou francilienne, l'inscription, de mon point de vue, en termes d'usage et en termes d'évolution des partenariats et de la place des acteurs sur l'aménagement de la ville, on s'est tous inscrits, on va dire, dans un véhicule qui s'appelle les appels à projets urbains innovants. L'ensemble des acteurs de l'immobilier, voire même des acteurs totalement nouveaux sur ce champ économique, sont rentrés dans ce genre de dispositif. Je disais que le temps de l'évaluation viendra sur la réalisation, mais sur un territoire, sur les zones denses,
la plupart des acteurs se sont inscrits dans ce genre de dispositif et on a vu, on va dire, quelques conséquences sur une opération immobilière très traditionnelle pour l'ensemble du territoire. Après, on s'inscrit aussi parfois sur c'est vrai chez Nexity, sur de la production, de la livraison de produits, donc non pas dans le cadre de concours, où on prend en compte ce genre de choses. J'ai en tête un produit qu'on appelle Villanova, où on intègre dès le départ l'acquisition, on va dire, des solutions commerce, des solutions services publics de proximité. J'ai en tête ce qu'on appelle une résidence multigénérationnelle, où on mixte à la fois du logement social à 50%, plutôt en direction des personnes âgées, ce qui est un intérêt pour les collectivités et surtout les offices HLM comment dire, offrir un maillon supplémentaire dans la chaîne du logement social. C'est très souvent des personnes âgées ont des grands appartements et qui sont sous-utilisés, donc une partie logement social, une partie, on va dire, parents isolés, souvent femmes isolées, et une petite partie logement étudiant. Le tout dans un bâtiment où on apporte et on offre en accessibilité, on va dire, des services autour du bien-être, coiffure, kiné, et ainsi de suite. Ce genre de produits qui mutualisent à la fois du logement, des logements spécifiques, logements sociaux plutôt en direction des personnes âgées, marchent plutôt bien, on va dire, en particulier en zone périurbaine. On a par ailleurs, on va dire, des flux migratoires en journée où le territoire se vide, et du coup on offre de l'activité aux acteurs économiques, on offre une possibilité aux élus et aux offices de maintenir sur leur territoire les populations âgées dans du logement neuf. Voilà. Donc il y a à la fois comment on s'inscrit dans tout ça, ou ces usages, ou ces évolutions, à la fois à travers des procédures, à la fois derrière des produits qu'on invente, qu'on réfléchit et qu'on développe, qui prennent en compte, pas tout en partie, mais un bout de ces problématiques d'accès à des services différents que celui proposé habituellement. Je pourrais dire la même chose sur les questions de mobilité, où il y a une multitude d'opérations où on offre, entre guillemets, rien n'est gratuit, donc tout ça est pris en charge dans le cadre de la construction, ou des charges, on offre des services de mobilité, en tête d'une opération à Saint-Priest, où on a eu tout un secteur de zone de lotissement, et à côté une zone d'activité. Ce territoire-là est, on va dire, à 1 km de la porte d'entrée du réseau de transport lyonnais, à la fois en mobilisant les entreprises sur leur obligation de participation au transport de leurs salariés, et à la fois en apportant, nous, le petit plus, on va dire, nécessaire. On offre un service de navette électrique qui permet aux habitants, aux salariés, de rejoindre les services publics organisés de transport sur l'agglomération. Donc là, on est au-delà, bien au-delà du métier de promoteur traditionnel, et pour autant, c'est une valorisation des produits que l'on peut proposer, donc forcément derrière, ça en est plus attractif par rapport à d'autres concurrents. Patrice Bessac, on sent tout de même un des intérêts des citoyens pour cette Smart City. Plusieurs sondages qui sont parus dernièrement qui disent de toute façon ça ne nous intéresse pas. Et les citoyens n'ont qu'une idée, c'est de quitter la ville, en fait. Comment, même s'ils ont un maire extraordinaire à Montreuil, les réconcilier avec la ville? Vous êtes vraiment très bien. Hein. Oui, c'est gentil. Et moi, je trouve que pardon de me répéter, mais la première réconciliation est d'abord une réconciliation humaine. Je réunis régulièrement les nouveaux habitants de Montreuil. Leur profil est assez simple, c'est des Parisiens pour une grande partie, dont la plupart viennent d'avoir un enfant ou vont avoir un enfant, plutôt des professions créatives dans leur diversité, et qui ont vécu, disons, le début de leur vie d'adulte dans les arrondissements parisiens. Je ne veux pas caricaturer leurs propos et la vie qu'ils ont vécue et la réalité de Paris, mais ce qui est extrêmement frappant dans ce qu'ils me disent de ce pourquoi ils aiment Montreuil, c'est que c'est une ville de rencontre. Ils disent, on s'est fait des copains, il y a quelque chose qui circule, plein d'activités sont disponibles gratuitement, et ça nous a mis en contact avec un tissu
une localité. Et beaucoup de nos concitoyens, enfin une partie de nos concitoyens aujourd'hui, rentrent chez eux dans une sécheresse, une vraie sécheresse de vie et de rapport aux autres. Et au fond, une des caractéristiques, que ce soit au plan économique ou au plan de l'habitat, de ce que nous sommes en train de parler, c'est que c'est des processus de couture, en fait. Nous, aujourd'hui, Next City, par exemple, vous intervenez dans des quartiers qui n'étaient pas des quartiers naturellement, qui ne sont pas des quartiers naturellement doués d'une vie économique, de centralité, de moments de rencontre. Et donc, lorsque nous, par exemple, ville de Montreuil, nous vous demandons de réfléchir sur un espace, nous le faisons en essayant de mettre comme l'un des centres du projet le fait qu'on arrive à créer une sorte d'ambiance qui permette à des chefs d'entreprise, à des créateurs, à des commerçants de qualité, à des gens d'avoir envie de faire le pari de vivre ensemble pendant 10, 15, 20 ans. Et à mon avis, les gens ont envie de quitter les villes parce qu'ils, pour répondre à votre question, parce qu'ils sont dans une espèce d'espérance que ce petit bout de jardin avec cet animal peut-être qui viendra d'une petite vie villageoise les reconnectera avec quelque chose d'un peu profond et d'un peu plus joyeux et d'un peu plus sympathique pour développer leur ville. C'est d'ailleurs pour cela, si je prends des villes moyennes comme Agen, le maire d'Agen aujourd'hui est en train de faire le pari avec la fibre, avec le développement d'espaces doux, de circulation douce, d'un environnement qui soit à la fois la ville et en même temps la campagne, d'attirer des travailleurs ou un type d'activité qui pouvait se localiser dans la période précédente sur Bordeaux ou sur Toulouse, et il est en train de réussir à créer un petit mouvement de ce type. Et donc je pense que au fond, ce qui nous rendra attirants, ce n'est pas les modalités, parce que un dispositif technique, ça n'est qu'un moyen. Et donc je ne vois pas qu'on attire des gens en leur disant « Regardez, ici nous avons des capteurs de parking. » C'est pas pour ça qu'on va habiter à Issy-les-Moulineaux, c'est pas pour ça. Il y a des capteurs d'humeur aussi, vous oubliez. Mais si vous voulez, à nouveau, des gens le croient vraiment. Il y a des gens qui croient à ça aujourd'hui, dans la manière dont on pense la ville et dont on s'adresse parfois aux élus. Et en vrai, c'est sans doute, à mon avis, aussi un des décalages que l'on sent entre, d'un côté, ce qui s'étale à longueur de magazine, l'idéologie, c'est-à-dire ce rêve que produit la machine, et de l'autre côté, la vie quotidienne des gens. D'ailleurs, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a sans doute aussi le retour du refoulé qui nous vient en pleine tête, comme tout ce que nous avions enfoui sous des tonnes d'idéologie. Et aujourd'hui, par exemple, dans les villes, quand on regarde les sondages d'opinion à l'égard des maires en place, il est frappant de constater que les nouveaux nous adorent et que les anciens nous aiment moins. Alors peut-être parce que, vous savez, c'est toujours l'affaire c'était mieux avant, ce qui est une manière de réduire un peu le point de vue éventuel des gens. Mais à mon avis, c'est aussi le fait que pour une partie de nos populations qui sont là depuis longtemps, il y a eu une série de fractures de socialisation qui les conduisent à être un peu à l'écart de leur propre ville. Et donc, à mon sens, cette question de la reconnexion humaine dans nos actes, dans nos choix politiques, dans nos choix concrets, y compris de bidule,
et la finalité vers laquelle nous devons tendre. Et il y a quand même des effets de marché qui sont aujourd'hui terribles pour atteindre cet objectif. Parce qu'un certain nombre de gens qui sont dans cette pièce savent bien que les effets du foncier dans les zones denses aujourd'hui fait qu'on vous fait danser sur des braises pour avoir des projets sans cesse plus élaborés, mais qui se heurtent quand même à un problème, c'est qu'il faut bien que des gens payent à un moment donné le prix de tout cela qui s'ajoute déjà au foncier. Et donc on en revient au problème de classe et au problème de que voulons-nous pour les villes de notre nation? Est-ce que nous voulons des villes qui accentuent la séparation nationale des gens, ou est-ce qu'on veut au contraire des villes qui recompactent? Puis dernier mot peut-être là un peu plus radical dans la prospective, c'est que si on s'éloigne un peu de cette situation sur les usages de la vie de demain, il y a une autre réalité que nous devons affronter, c'est que la population africaine va doubler. Et une des conséquences, l'état du développement économique et démocratique de ce vaste continent, c'est que les prévisions de migration vers l'Europe occidentale sont considérables à l'échelle des 20 prochaines années. Et qu'actuellement, je ne parle même pas des autres migrations, je parle là d'une migration spécifique. On pourrait aussi parler des phénomènes intra-européens au sens large, et notamment de l'Europe de l'Est. Mais ça a des conséquences aujourd'hui extrêmement importantes sur la plupart des grands centres urbains. Et la question de savoir si nous vivrons entre êtres humains dans 20 ans dans une situation à peu près digne, ou au contraire, si par l'absence de prévision aujourd'hui des capacités suffisantes, nous nous retrouverons à devoir nous protéger les uns des autres par de la technique et du répressif, c'est quand même un problème extrêmement lourd qui est posé à notre avenir commun. Et actuellement, une chose est certaine, absolument certaine, c'est que cet usage basique dont parlait Jean-Luc Porcedo, se loger, nous sommes incapables, en l'état actuel de la législation et de la mobilisation des uns et des autres, d'y répondre correctement à horizon 20 ans. Ça veut dire que l'usage de la ville demain, l'usage principal en l'état de la prospective, c'est que beaucoup de gens n'en auront pas d'usage puisqu'ils n'y auront pas leur place. Ils n'auront pas accès. Jean-Luc Porcedo et Raphaël Besson. Ouais. Si, il fonctionne. Ouais. Je voulais réagir sur les concitoyens n'ont plus envie d'habiter la ville, ce que vous me disiez juste avant. Pour le coup, moi personnellement, je ne pense pas du tout. C'est ce sondage, hein, j'en ai vu deux. Voilà, j'ai juste nos concitoyens ont envie, je crois, de services publics, de qualité d'environnement, de qualité de logement en ville. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on dit qu'ils ont envie de quitter la ville, ils ont envie de retrouver, pour une raison simple, c'est que par ailleurs la gentrification en œuvre, entre guillemets, fait que éloigner des populations en dehors des zones denses, les infrastructures de transport étant ce qu'elles sont, dans toutes nos métropoles, les préoccupations sur les enjeux environnementaux, le coût des transports et les capacités à trouver de l'emploi font que malgré tout, les zones denses et les métropoles restent des éléments d'attractivité extrêmement importants. Mais une des réponses, aussi bien pour on va dire, l'ensemble des partenaires qui font la ville, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les opérateurs, les entreprises privées ou les acteurs sociaux, c'est justement d'être en capacité à proposer des services, on va dire publics ou privés, mais des services accessibles, et là on revient sur les questions de smart city, de ville intelligente, des services accessibles techniquement, accessibles financièrement, et on va dire un cadre de vie qui, et je le disais tout au début de mon intervention, abordable, donc des logements abordables, et un cadre de vie respectueux, parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans les préoccupations pour les acquéreurs, la problématique environnementale, sur les matériaux, sur l'utilisation de l'économie circulaire, sur les circuits courts, sont des sujets qui, je ne dis pas sont déterminants, mais qui sont de plus en plus pris en compte par les hommes et les femmes quand ils cherchent un endroit où habiter.
Et ça renvoie à un des sujets qui comment dire, concerne le maire de Montreuil et l'ensemble des maires ou des collectivités qui sont en zone dense, c'est la question de la gentrification, et au miroir la question de la densité. C'est-à-dire que on sait combien, pour le coup, nous beaucoup d'échanges avec nos partenaires élus locaux tournent souvent autour de ça. La question de la densité est un vrai sujet par rapport à comment dire, l'acceptabilité par les concitoyens, c'est-à-dire plus on monte, moins c'est accepté et comment dire, et souhaité. Et par ailleurs, la gentrification avec les effets induits effectivement par on va dire les effets du marché, Montreuil le décrivait très justement par rapport aux nouveaux arrivants à Montreuil, c'est très souvent des gens qui ne peuvent plus habiter à un endroit, qui aujourd'hui passent de l'autre côté du périph', qui demain vont aller un peu plus loin et qui progressivement, parce que l'accès au logement et le prix du logement est totalement, pour la quasi-totalité de la population, inatteignable dans une ville comme Paris, on repousse de plus en plus, et c'est vrai dans les grandes métropoles à Toulouse, c'est vrai dans les grandes métropoles, alors différemment à Bordeaux, mais aussi un peu à Lille, enfin, toutes les métropoles sont confrontées à ça, c'est-à-dire la contradiction entre la réflexion et l'acceptabilité sur la densité, parce que pour loger, il faut construire. On a des lois qui ne permettent pas, entre guillemets, ou ont des vraies contraintes pour monter en densité, et puis on a par ailleurs des habitants, des populations qui sont un peu réfractaires à ça, et du coup les élus se disent, ben non, la densité, pas tout de suite, et pour autant, si on ne construit pas plus la ville sur la ville, forcément, on déporte la construction, les villes, le logement, avec tout ce que ça comment dire, apporte comme problématique de l'étalement urbain, qui est aujourd'hui un vrai sujet. On parle, on sait l'attachement de plus en plus des hommes et des femmes aux questions environnementales, à la pollution. Plus il y a d'étalement urbain, quand il n'y a pas d'infrastructure de transport qui permettent d'apporter des réponses, sans parler des questions d'emploi, et ben plus l'étalement urbain est dégradant, entre guillemets, sur les problématiques environnementales. Donc la question, c'est pas de vouloir quitter la ville, ou d'avoir envie de quitter la ville. Enfin, de mon point de vue, pour nous opérateurs, c'est peut-être plus de comment on fait des villes avec des, comment dire, attentives aux problématiques, on disait, du lien social, du vivre ensemble, des questions environnementales, et ainsi de suite. Et après, il y a un autre sujet qui est comment on répond aussi aux usages. Pour le coup, ça concerne des entreprises privées comme la nôtre, c'est comment, enfin, on a la chance, Nexity, nous, d'être, on va dire, présents sur l'ensemble de la chaîne de l'immobilier, de la résidence étudiante jusqu'à la résidence senior. C'est-à-dire comment, à travers nos métiers, on est en capacité d'apporter des réponses sur, j'ai oublié le terme, sur le parcours de propriétaire ou locataire tout au long de sa vie, et comment on apporte parfois des réponses nouvelles. On le fait chez Nexity depuis une petite année maintenant. On est le premier opérateur privé à agir, à intervenir sur ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence. On a monté une filiale qui s'appelle Non-Profit, qui veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on propose aux collectivités, dans le cadre de projets ou pas, en lien avec Habitat et Humanisme et la Fondation Abbé Pierre, de construire des résidences familiales, donc pour l'hébergement d'urgence du territoire concerné. Et là, on est aussi, parce que pour le coup, Alain Dina et Comex portent, c'est-à-dire en tant qu'opérateur urbain, en tant que premier opérateur de l'immobilier, qui a des résultats, on va dire, satisfaisants, on ne peut pas rester à l'écart du mal-logement et des problématiques de mal-logement sur les territoires. Donc, on voit bien parce qu'on démarre, on a un objectif qui est 3000 par an, c'est-à-dire qui est très au-delà des pouvoirs publics du territoire national confondu, voilà, de proposer une extension de nos métiers, parce que ce n'est pas notre métier de faire de la résidence sociale, mais de le construire, parce que ça on sait faire, et après de le rétrocéder. C'est aussi une réponse par rapport à ce que disait Patrice sur comment on fait évoluer aussi bien dans les collectivités que chez les opérateurs les métiers qu'on sait faire habituellement ou qu'on fait jusqu'à présent parce que nos territoires le nécessitent. Patrice Bessac. Peut-être juste une évocation d'un sujet que nous avons jusqu'à présent peu évoqué ou en filigrane, c'est la question des grandes plateformes, Airbnb en études, qui ont eu un impact aussi considérable sur les usages de la ville et avec des conséquences de marché extrêmement importantes. La ville de Bordeaux a été citée. Il y a eu à Bordeaux une vaste révolte urbaine des étudiants qui n'ont plus pu se loger à proximité des universités dans le centre-ville de Bordeaux parce que tous les logements étudiants ont
disparu, rasé par la logique de plateforme. Ce qui d'ailleurs a conduit le maire de Bordeaux, la communauté de Blaye, à s'insérer dans un travail avec d'autres villes comme Barcelone, comme Séoul, comme New York, sur les problématiques d'impact de ces grandes plateformes sur les prix du foncier, mais aussi sur les logiques de financement pour un certain nombre de propriétaires ou de locataires aujourd'hui de leur logement grâce à l'utilisation des plateformes, ou encore d'éviction de population du fait de cette colonisation, entre guillemets, des plateformes de certains quartiers des villes-centres. Et à mon avis, ça nous pose deux problèmes. Un qui est... Enfin, peut-être trois en fait. Un qui est de prendre la mesure de ce mouvement et donc être en capacité d'en comprendre les mécanismes profonds. Et nous avons grandement besoin de l'aide des chercheurs au fur et à mesure de l'écriture de cette histoire. Deuxièmement, disposer au plan législatif, au plan réglementaire, des mécanismes de contrainte suffisantes pour que ces entreprises respectent le droit national dans lequel elles inscrivent leur business. Mais ça, c'est un problème qui s'étend évidemment largement au-delà de ces plateformes sur toute l'économie, j'ose plus dire numérique, parce qu'en réalité, beaucoup ont désormais sont plein pied, viennent du numérique, mais sont de plein pied dans la production concrète. On engueule beaucoup plein de braves gens sur l'utilisation de la voiture, à juste raison à mon avis, mais le patron d'Amazon est aujourd'hui un des facteurs de désorganisation d'une partie des flux de marchandises, en tout cas de désorganisation, je ne sais pas, c'est déjà un jugement, mais en tout cas d'augmentation très certaine des différents flux jusqu'aux flux terminaux, le dernier kilomètre dans les villes, avec des conséquences extrêmement importantes sur les déchets, les métiers et nos organisations sociales et commerciales. Et dernier mot, je vais être un peu brut de décoffrage, mais nous sommes ici entre gens qui savons de quoi la vie est faite. Une des caractéristiques quand même de ces grandes plateformes et de ces grands acteurs, c'est à l'origine, elles sont peu ou prou toutes épaulées par un État. Les USA d'un côté, la Chine de l'autre, et à peu près toutes avec une certaine complicité de leur complexe militaro-industriel. Pour reprendre des mots très anciens, mais qui sont aujourd'hui une réalité très forte de l'imbrication de ces sociétés avec de l'autre côté le système étatique de développement et de contrôle. Là-dedans, quand même, il devrait y avoir une sorte de grande révolte des Européens et pour le moins d'un certain nombre de patrons d'entreprises qui à mon sens, seraient en droit d'exiger des comptes de la part de nos propres États et de la manière dont nous sommes absolument désarmés dans des éléments qui sont, à mon avis, des éléments de souveraineté présente et future déterminantes pour les peuples. Ce que je dis est un peu polémique et lapidaire, mais je crois que c'est quand même assez vrai. Raphaël Besson, sur tout ce qui vient d'être fait. Surtout. Non, juste pour prolonger, non mais c'est. Je me demande toujours, mais que fait l'État par rapport à ces plateformes? C'est une immense question pour moi. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, mais je ne comprends pas ce que fait l'État en fait pour justement réguler ces plateformes-là, ou en tout cas intervenir d'une manière ou d'une autre. Parce que ça a des conséquences catastrophiques. Enfin, à Barcelone, c'est assez dramatique ce qui peut jouer actuellement à cause de cette plateforme Airbnb. Après, non, mais juste deux mots. Enfin, on parle beaucoup ce matin, on en a parlé, de métropolisation, donc cette idée d'hyperconcentration, effectivement, des ressources et des hommes, territoire déterminé, et on se rend compte que ça pose plein de problèmes. Aujourd'hui, je me dis, peut-être, en tout cas, si pour le Grand Paris, si on peut avoir une vision
prospective, peut-être que la problématique, c'est davantage la question des territoires autonomes et la question de l'autonomisation. C'est-à-dire, finalement, plutôt que de se dire de penser l'hyperconcentration, essayer de trouver toutes les solutions technologiques possibles et imaginables pour répondre à ces problématiques, et notamment de pression foncière, peut-être on peut se dire que finalement, on peut penser véritablement à un développement totalement polycentrique, avec des systèmes productivo-résidentiels décentralisés. Et là, il y a plein de choses à réfléchir sur cette question, justement, de l'autonomisation des territoires. Et peut-être qu'on pourrait imaginer... il y a un programme que j'aime beaucoup, qui est un programme de l'Union européenne, ça n'arrive pas tout le temps, mais Urban Innovative Action, qui est à mon avis extrêmement intéressant parce qu'il part de ce postulat qu'il y a des solutions, il y en a plein. Des solutions technologiques, des solutions d'innovation organisationnelle à tester. Et en fait, leur idée, c'est de choisir une problématique autour de la question de l'énergie, de la pauvreté, enfin là j'en passe, et de mettre le paquet sur un territoire, ça peut être la ville de Madrid, donc là c'est des métropoles pour le coup, et de mettre le paquet sur ces solutions, aller extrêmement loin dans le test et l'expérimentation de ces solutions pour tenter de trouver des réponses aux questions énergétiques, aux questions d'économie, et j'en passe. Donc peut-être que ça peut être une perspective aussi pour le Grand Paris, de se dire, peut-être sortons de cette logique de métropolisation, et pourquoi pas parler de cette question de l'autonomisation des territoires, et créons des programmes très particuliers qui permettent d'aller extrêmement loin dans la manière de penser et d'expérimenter sur cette question des territoires autonomes. On va prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a.